Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Point de vue, collection dirigée par Denis Prienne. Point de vue. Collection dirigée par Denis Prienne. Dernière parution. Jules Jossou, Chronique politique béninoise. Autopsie d'une démocratie en Berne, 2014. Jean Bosco Germain ESAMBUMATENDA. Conflits identitaires et enjeux économiques internationaux dans la région des Grands Lacs, 2014. Serge TCHAHA et Christophe DEGAULE, Le Lion Spirit, 2014. Chanda TONME, La presse en accusation. Soupçon sur un pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs, 2014. Armand SALOUO, Vaincre la corruption en Afrique, la solution patrimoniale, 2014. Jonas SILIADIN Togo, Démocratie impossible, 2014. Daniel NKOUTA, La question nationale au Congo-Brazzaville, 2014. Georges MAVOUBASOKATE, La construction d'une conscience nationale au Congo par les musiciens, 2014. Martine et Jean-Pierre Vernier Elisabeth Zucker-Rouvillois, Être étranger en terre d'accueil, 2013. Grégoire LEFOUOBA, Curriculum vitae du Congo, Rive droite, 2013. Masten Yannick Moubamba, Mythe de l'Eldorado et psychopathologie, 2013. Jérôme Guillot, Mahamadou Danda, Un Nigérien libre, 2013. Henri Pezemot, Mali. Lettre ouverte au président, 2013. Rachel Albert KISONGAMAZAKALA, L'idéologie du lumumbisme, 2013. Jean Carletto BOPOUNGO, L'insertion professionnelle des jeunes en échec scolaire. Le projet des zéros, 2013. Cédric ONDAYEBAUH, Crise financières internationales et pays en développement. Les enseignements pour le Congo-Brazzaville, 2013. Anissé Boka, Coupé-décalé. Le sens d'un genre musical en Afrique, 2013. Denise BUCUMINKURUNZIZA, The Power of Hope. The First Lady of Burundi. My Story, 2013. Alexandra Fouillou, Les enjeux de la crise dans le delta du Niger, 2013. Mozamet SEKOLA, Combat pour la résurrection du MNC, 2013. Romain Manson SE accent aigu ME accent aigu NOU, L'Afrique n'a pas dit son dernier mot, L'inculturation, 2013. Martial BISSOG, Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante, 2013. Remerciements. Je dois l'initiative de cet ouvrage à mes échanges intenses et très enrichissants avec Laurent Esso, magistrat et grand commis de l'État camerounais. Aussi me semble-t-il intellectuellement honnête de lui exprimer au préalable mes remerciements ainsi que ma profonde reconnaissance. Cette démarche est une véritable question de principe, dans un monde où tout est explicitement fait pour étouffer, banaliser, ignorer, marginaliser voire annihiler certaines cultures, valeurs et traditions. Toutefois, si les idées de ce juriste, sa vision du conflit entre les nations et notamment sa formulation de la transition culturelle dans laquelle serait plongé notre monde, a pu servir catalyseur de la réflexion, les thèses énoncées, les esquisses normatives de même que les conclusions consacrées, résultent de la souveraine discrétion doctrinale et idéologique de l'auteur. Les premières leçons placardées dans la mémoire encore trop tendre et certainement naïve des étudiants en diplomatie, vantent un monde structuré autour d'institutions presque parfaites. C'est une scène régie par une foule d'instruments conventionnels relevant du droit international. La beauté de l'ensemble crée une excitation qui alimente le postulat selon lequel le métier serait parmi les plus nobles qui existent. Cette vue trouve sa justification dans cette brillance légendaire qui a en leur temps caractérisé le parcours de quelques professionnels de renom à l'instar de l'américain Henry Kissinger, du soviétique Andrei Gromyko, du français Michel Joubert, de l'Algérien Bouteflika ou encore des patrons charismatiques de l'ONU dont le dernier en date, en termes de prestige, est le Ghanéen Kofi Annan, sans oublier le Guinéen Diallo Telli, premier secrétaire général de l'OIA. Il ne vient réellement à l'esprit d'aucun enseignant des relations internationales de commencer l'initiation des jeunes par la lecture des conflits qui ont si douloureusement soumis l'humanité aux pires souffrances. Ces conflits ont indiscutablement porté un coup irréparable à la morale publique mondiale, à la dignité de nombreux peuples,
et compromis gravement à certaines occasions, l'idée même de coopération, de coexistence et de solidarité. Aussi s'interroge-t-on profondément. Doit-on parler de différence radicale de valeurs entre une Suède qui le 30 octobre 2014 devient le premier État européen à reconnaître formellement l'État de Palestine, et les États-Unis qui s'accrochent désespérément à une tactique usée de veto de toute condamnation même légère de l'État hébreu au sein du Conseil de sécurité ? À quelle éthique sectaire ou particulière appartient le discours flou et ambigu de la France ? Face à une volonté manifeste du peuple burkinabé prendre d'assaut et l'incendie, le Parlement à Ouagadougou pour bloquer les ambitions du maître du pays aux mains ensanglantées de modifier la Constitution pour se faire réélire indéfiniment ? Les professeurs préfèrent généralement, en ces débuts souvent incertains sur la solidité et le sérieux de la vocation des apprenants, user du langage patient et enveloppé qui, comme les chants d'une berceuse, prépare et adoucit le sommeil du bébé. Certes, on ne s'engage pas dans un métier ou pour un métier, sans avoir auparavant rassemblé quelques informations sur les joies et les douleurs, les surprises agréables et éventuellement désagréables, les aléas de toute nature, le genre d'outils, de langage et d'amitié qui feront partie des bagages indispensables, voire obligatoires. Jamais l'humanité n'a autant douté de son honneur, de sa loyauté par rapport aux grands principes, et de sa capacité à renaître positivement des crises, des guerres, des contentieux, des disputes de toute nature entre les entités nationales qui la constituent que durant les 6 dernières décennies. De la plus petite rivalité symbole des différences entre les nations, à la plus expressive proclamation de guerre de civilisation selon ce qu'affirma George W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001, un vent de doute voire de turbulence et de folie plus que de réforme secoue la scène internationale et ébranle durablement les écoles de pensée. Essayer de comprendre de quoi résulte réellement cet état de trouble est un exercice difficile, mais s'interroger sur les sources éthiques d'une compétition qui n'en finit pas et qui sème des haines, des soupçons et des annonces suivies d'autant de renonciations et de dénonciations nous semble approprié maintenant plus que jamais. En fait, on a du mal à écrire une histoire effective de notre temps, le temps qui se situe dans l'intelligence des générations émergeant dès la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Faudrait-il revisiter les idéologies en profondeur ? On a également du mal à proposer pour ainsi dire un enseignement complet, honnête et sans détour aux générations nouvelles dont nous avons la charge de la formation dans l'instant présent, sans porter un regard circonspect sur la structuration mentale de ceux qui dictent au monde. Il nous est en effet revenu de toutes parts que nombre de peuples, aidés en cela par des pouvoirs honteux, continuaient de mettre un embargo sévère sur la vérité historique. L'Europe tâtonne encore quant à la reconnaissance des dures souffrances infligées aux Juifs, et sur l'apport du commerce des esclaves dans la réussite de sa révolution machiniste et industrielle. La Turquie ne semble pas prête à faire amende honorable sur le génocide arménien. L'Amérique n'a pas encore décidé de dire exactement ce que furent les peines des Indiens massacrés par les premiers colons, et par ces cow-boys qui les traitaient comme des animaux sauvages. On croit pouvoir garder encore longtemps à Bruxelles, Paris, Londres ou Berlin, les preuves que livrent les archives déjà assez malmenées, sur les crimes de l'esclavage, sur la traite des Noirs, sur ces navires négriers qui jetaient par-dessus bord femmes et enfants au teint basané, pour alléger la charge des navires et faciliter leur transit des côtes africaines jusqu'aux ports européens et américains de destination. Personne n'a toujours dit combien de temps il faudra pour donner aux Palestiniens l'État qu'ils réclament à grand bruit et à grand sacrifice, ou aux Juifs la sécurité définitive qu'ils exigent avec impatience pour l'État d'Israël comme condition d'une paix définitive et durable. Par ici, on n'a presque pas livré toute la vérité sur le génocide rwandais, exactement comme par là sur celui des Bamileke du Cameroun. Simple insolence des puissances ou réalité incontournable d'une éthique de domination perverse ? Le monde est donc plongé dans cette lancinante et permanente introspection qui ne laisse aucune chancellerie tranquille, ni aucune bibliothèque innocente. C'est le moment où surgissent des coins et recoins de la planète, de nouveaux bruits de bottes, de nouveaux défis guerriers, et des bombes lâches mais déterminées et cruelles qui annoncent non pas ce que l'on a appelé la guerre asymétrique, mais tout simplement de nouvelles guerres, des guerres comme peut-être l'humanité ne s'en est jamais réellement écartée. Les défis sont importants et leurs soubassements culturels multiples. De la confrontation des blocs immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale,
1939 à 1945, à l'effondrement du mur de Berlin en passant par la relative coexistence pacifique, les nations avaient accumulé une expérience douloureuse mais également riche, qui a conditionné notre intelligence et accéléré les avancées technologiques. On croyait hélas que l'ère des stratégies d'endoctrinement des blocs et de la confrontation négative des intelligences avait pris fin dans leur forme barbare, vile et pernicieuse. Il y a plus de 20 ans que l'Américain Ronald Reagan et le Soviétique Mikhaïl Gorbatchev ont sonné la fin des inimitiés, reconnu non seulement la nécessité, mais surtout l'urgence de la coexistence obligée des systèmes idéologiques différents pour la paix, et scellé des accords presque parfaits sur le contrôle des armes nucléaires. Tout a été remis en cause par la crise ukrainienne, qui a fait basculer la diplomatie mondiale dans une nouvelle confrontation terrifiante aux implications imprévisibles. C'est la révélation à la fois de la puissance et de la faiblesse des nations, de la vanité, de la relativité et de l'imperfection des éthiques. Tout cela commande une analyse minutieuse qui mérite de s'inscrire parmi les préoccupations majeures de recherche et de témoignage, à la fois pas exclusivement des académiciens de la diplomatie, mais également des experts et des professionnels chevronnés des diverses disciplines des sciences et des lettres. La délicate problématique de l'identité culturelle des nations. L'erreur fatale des groupes pro-européens qui se s'étaient emparés du pouvoir à Kiev en ce mois de février 2014 était de faire des déclarations virulentes contre la minorité russophone du pays. Les leaders quelque peu inintelligents du mouvement à qui nombre d'observateurs internationaux n'ont pas tardé à coller l'étiquette de fascistes ultranationalistes, avaient oublié qu'ils avançaient ainsi sur un terrain difficile, où leur arrêt de mort serait presque automatiquement avalisé par ailleurs. En effet, Moscou n'est pas allé chercher très loin une raison légitime à ses yeux, pour s'emparer de la péninsule de la Crimée et promettre aussitôt son soutien massif, résolu et inconditionnel aux revendications indépendantistes de la minorité russe. Si l'on parlait de faiblesse de réaction ou encore de démission s'agissant de la réaction de certains États ou même de l'Union européenne dans son ensemble, c'est parce que l'on ne prenait pas suffisamment en considération l'histoire passée et récente qui offre un tableau d'où transparaît la question de l'identité culturelle comme la source de presque toutes les guerres ravageuses. Rappel historique. Les nations ont de tout temps assumé de façon quasi maladive la responsabilité du déclenchement des conflits, dès lors qu'il leur semblait légitime de s'accrocher à la thèse de la défense de leur spécificité identitaire et culturelle. Personne en Europe ne pouvait valablement embrasser les dirigeants qui ont pris le pouvoir à Kiev, avec la bonne conscience de soutenir des démocrates, ou d'accompagner un mouvement authentique de contestation populaire contre la dictature. La sanglante et destructrice guerre qui avait mis l'ex-République fédérale de Yougoslavie en lambeaux et conduit le président serbe Slobodan Milošević devant le tribunal pénal international était encore dans les mémoires. Le Conseil de sécurité de l'ONU avec les vétos russes et chinois s'était prononcé contre l'intervention de l'OTAN, mais l'argument moral fondé sur la dénonciation du génocide d'une partie de la population avait prévalu dans la décision des États-Unis et de leurs alliés. Il convient de noter qu'effectivement, des massacres à une très grande échelle avaient été perpétrés par les forces en conflit. Les minorités albanaises et musulmanes en furent les principales victimes, comme l'attestent les horreurs mises en évidence plus tard avec la découverte des fosses communes contenant des centaines, voire des milliers de cadavres amochés. Les archives qui commencent à être livrées au grand public montrent d'ailleurs qu'il n'eût pas été possible de rester sans réaction devant ce qui se passait alors dans la région. Tout était mis en œuvre pour rappeler vivement que l'Europe centrale demeurait ce qu'elle avait toujours été dans la longue histoire de ce continent, une ère d'instabilité, de conflits chroniques et de confrontation des nationalismes. Plus loin en arrière, le cas du génocide arménien qui, au-delà de quelques émotions de circonstance, ne semble pas encore être réellement pris en considération dans les relations intra-européennes. Si le Parlement français a eu le courage de reconnaître ce génocide par un vote historique sous la présidence de Sarkozy, la plupart des partenaires européens traînent les pieds ou font semblant d'ignorer les appels pressants de la société civile et des activistes arméniens. La Turquie qui frappe aux portes de l'Union, et qui est par ailleurs membre de l'OTAN, continue de s'opposer à toute démarche de reconnaissance.
Il n'est pas non plus vain de revenir également sur l'idéologie nazie qui privilégiait la race aryenne, avec l'ultime conséquence de la marginalisation, voire de la stigmatisation des autres races. Dans cette trajectoire des ravages du nazisme, le génocide imposé aux Juifs aura été un des faits les plus pénibles, mais aussi les plus explosifs en termes d'implication à long terme. Les chiffres les plus optimistes font état de plus de 6 millions de personnes déportées et massacrées sur l'étendue du territoire européen, simplement parce qu'elles étaient juives. Hélas, en résolvant la question de la création d'un foyer territorial et étatique pour le peuple juif, les Nations Unies, paralysées ou désorientées par l'extrémisme panarabe, notamment de Nasser qui parlait de jeter les Juifs à la mer en lieu et place de la création de 2 États palestiniens et israéliens vivant côte à côte dans la paix, ont créé un problème de réfugiés palestiniens devenu un inextricable casse-tête dans les relations internationales depuis 1948. En Asie, la question du Tibet n'a pas fini d'envenimer au propre comme au figuré les relations diplomatiques de Pékin avec le reste du monde, particulièrement avec les États-Unis et ses alliés européens. Et quand on se reporte à l'Afrique, on entre dans le cycle infernal des génocides et des menaces de génocide tantôt instrumentalisées explicitement ou implicitement par la colonisation, tantôt induits par les dégâts collatéraux de l'impérialisme. Longtemps même avant le génocide rwandais qui a choqué le monde et marqué d'une croix de fer l'image du continent africain, n'y a-t-il pas eu des massacres perpétrés au Cameroun en Pays Bassa et en Pays Bamileke par les forces coloniales ? Des recherches sont toujours en cours pour établir de façon incontestable qu'un véritable génocide serait intervenu dans la région de l'ouest du Cameroun, entre 1955 et 1965, période durant laquelle un corps expéditionnaire français composé majoritairement de troupes ivres de guerre fraîchement arrivées d'Indochine, a rasé au napalm plus de 200 villages dans cette région en exterminant animaux et êtres humains. Il faut rappeler que le déploiement de cette stratégie française de répression aveugle au Cameroun visait à éradiquer les nationalistes de l'UPC, Union des populations du Cameroun, mouvement indépendantiste dirigé par les Ruben Nyobe, Ernest Ouandié, Félix Roland Moumié, Abel Kingwe et autres. S'agissant du génocide rwandais, les historiens commencent seulement le long travail de vérité sur les responsabilités, pendant que le tribunal pénal spécial des Nations Unies créé pour juger les dirigeants hutus s'est jusqu'ici cantonné à des procès et des condamnations de principe sans enseignement déterminant pour les générations futures. La somme des expériences malheureuses qui résultent de la mise en exergue des questions identitaires dans les conflits pousse à se demander comment il est finalement possible de concilier l'exigence de coopération pacifique entre les États modernes avec les diversités anthropologiques et culturelles. Y a-t-il un lien incontournable entre l'effectivité, la solidité, la stabilité et le rayonnement de la diplomatie planétaire avec la gestion et la maîtrise de la diversité culturelle des nations ? À partir de quels critères spéciaux ou de quels paramètres politiques et géographiques devrions-nous considérer que les spécificités culturelles de toute nature constituent des germes éventuels de conflits et par conséquent menacent la paix et la sécurité internationale ? Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, les dirigeants américains avaient introduit l'idée de fracture entre les peuples sur la base des prétendues assertions portant sur les peuples civilisés et les peuples non civilisés, décrétant sans précaution ni argument convaincant une guerre entre les civilisés qui seraient les Occidentaux et les autres. À l'époque, l'émotion du deuil et la nécessaire politesse face aux morts, aux familles apeurées et aux institutions fragilisées, avaient maintenu les esprits dans une abstention de critique. Les termes utilisés par le président américain dans sa première réaction où il avait énoncé cette thèse étaient odieux, mais du nord au sud et de l'ouest à l'est de la planète, on avait juste pris note, en se mettant néanmoins en ordre de bataille pour les jours pas trop loin, où il deviendrait possible de parler, de redire la vérité à l'arrogante puissance américaine. Bien évidemment, il ne fallut pas attendre longtemps ou trop longtemps pour s'apercevoir que l'intervention solitaire et brutale en Irak, contre la volonté de l'ONU, était appuyée sur un tissu de mensonges. La grande puissance planétaire qui se veut aussi la grande puissance morale, avait mis en avant des armes de destruction massive, jamais trouvées. Les traitements inhumains des prisonniers à Guantanamo et les graves dérapages de leurs soldats sur le terrain
finir par montrer reste du monde la vacuité des assertions de la Maison-Blanche et l'injure faite aux autres peuples. L'expérience historique apporte ainsi une succession de faits, d'actes et d'événements qui concourent à clarifier la nature des régimes, les stratégies des États, les appréhensions des nations autant que leur tendance à se distinguer négativement ou positivement. Ce que Obama dénonçait comme contraire au droit international en Crimée dans la conduite de Moscou n'était ni étrange, ni unique, ni exceptionnel, encore moins extraordinaire. Les États-Unis, c'est la nation qui, lors des 2 dernières décennies, a le plus violé le droit international, violé la souveraineté des nations, brisé la dignité des autres peuples et conduit une politique étrangère d'intervention systématique. Guantanamo est une partie du territoire cubain confisqué par la force, et l'île de Diego Garcia au beau milieu de l'océan Pacifique est un territoire habité, transformé en base géante de l'armée américaine au mépris du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour ce qui est de la France, le cas de l'île de Mayotte, partie intégrante de l'État des Comores, demeure un cancer dans les relations avec l'ONU, l'Union africaine et le droit international. Sous le couvert d'un fallacieux référendum colonialiste et impérialiste, ce petit bout de terre a été confisqué au moment de l'indépendance de l'ensemble comorien. Les tonnes de condamnations véhémentes et les résolutions des institutions internationales n'y ont rien fait. L'adage selon lequel chacun devrait bien faire son bilan avant de juger de la santé des tiers, ou encore selon lequel chacun devrait d'abord balayer devant sa porte, n'a jamais été aussi juste que dans l'analyse globale des relations internationales. Les mémoires des différents dirigeants de la CIA ont mis en évidence des crimes insoutenables commis au nom de la guerre secrète contre les révolutionnaires, les nationalistes traités de communistes et de bandits qui n'envient finalement rien aux crimes insoutenables commis par les nébuleuses terroristes traités d'armées asymétriques. B. Assimilation ou coopération ? L'histoire des rencontres entre les nations ne s'écrit jamais en rêve ou en utopie. Elle s'étale, s'exprime, s'expose, s'explique et se comprend en réalité concrète. Si l'histoire devait servir de référence absolue pour l'approche de l'étude de la coopération internationale, il y aurait lieu de formuler de très fortes réserves quant à l'utilité finale pour certaines nations de s'impliquer activement dans le développement du multilatéralisme. Il est dorénavant incontestable que si l'on se penche par exemple sur la rencontre de l'Europe et de l'Afrique, ce qui en ressort comme leçon et comme résultat pour l'Afrique est désolant à plus d'un titre. Il ne s'agit pas de se mettre en porte-à-faux par rapport au développement dense de la scène internationale avec ses multiples transformations qui ont permis d'accroître le rapprochement entre les peuples, de circonscrire les causes des conflits et de faciliter les échanges. Nous sommes désireux en effet de nous appesantir concrètement sur le destin des nations non pas d'un point de vue qui valorise les doctrines fatalistes, mais qui au contraire porte la marque de l'école pragmatique, l'école réaliste de la coexistence à long terme. Il est incontestable que le développement du multilatéralisme aura, en moins d'un demi-siècle, permis à l'humanité de faire un grand bond, d'atténuer les sectarismes obscurantistes et de promouvoir la modernisation des cadres de référence de la coopération internationale. Le foisonnement des institutions internationales universelles, régionales et sous-régionales a non seulement changé la face du monde, mais mieux créé un autre citoyen qui se réclame de l'humanité dans la simplicité et l'entièreté de son expression. Par ailleurs, ce que les échanges ont rendu à notre humanité comme service est à la mesure de ce que cette humanité a produit comme intelligence, invention, découverte et transformation. C'est forcément sous cet angle que le débat qui peut être mené sur l'utilité et les implications du multilatéralisme tourne à l'avantage des positivistes dont le centre d'intérêt de l'argumentation prône le partage, le patrimoine commun et l'universalité des sciences et des techniques. À ceux qui auraient quelques critiques tenaces, voire des appréhensions somme toute compréhensibles sur le nombre élevé d'organisations internationales, en fait des cadres de la coopération internationale, notre réponse est toute faite et sans appel. Le monde a besoin d'une multitude d'instances où les représentants des nations, les dirigeants des États et les porteurs des aspirations des citoyens viennent débattre, confronter leurs positions et produire les ingrédients des normes nouvelles. Ce n'est donc pas de l'abondance, mais plutôt de l'insuffisance des instances internationales qu'il faudrait se plaindre. Même les critiques les plus dures du système des Nations Unies qui l'ont traité de tous les noms négatifs,
ne manque pas de reconnaître son utilité centrale et incontournable dans la fonction de préservation de la paix et de la sécurité internationale. Nous lui devons la promotion, la protection et la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On sait aujourd'hui ce que cela coûte en termes d'image, à un État d'être exclu ou chassé d'une organisation internationale. On estime généralement que quand les États-Unis décident en 1973 de suspendre leur qualité de membre de l'UNESCO, et par conséquent leur participation aux activités de l'organisation ainsi que leur contribution subséquente à son budget, ce sont eux qui en souffrent le plus sur le plan diplomatique. On peut raisonnablement dire la même chose du Maroc depuis son retrait de l'OUA devenu Union africaine, pour protester contre l'admission de l'État sahraoui. La réalité du monde international est donc plus à une quête permanente de présence et d'existence, qu'à une abstention ou à un rejet quelconque. Le cas de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, témoigne à suffire de cet engouement. Voilà planter le décor, si l'on s'en tient au côté positif des choses, et surtout à une certaine consécration de la diplomatie multilatérale faite d'ententes diverses, d'arrangements, d'accords, de conventions, de pactes et de traités multiples allant dans la direction d'un ordre juridique, politique et moral. Maintenant, si nous posons le problème de l'appartenance au monde international ambiant et des gains explicites ou implicites qu'en tirent les nations au regard de l'exigence de préservation de leur personnalité et de leur identité culturelle, les données se présentent autrement. Les colonisateurs ont légué au peuple jadis sous leur joug un capital historique indéniable, qui a produit ce que l'on pourrait considérer comme des obligations implicites de coopération. Lorsque l'on pense aux institutions de la francophonie et du Commonwealth par exemple, on peut légitimement s'interroger sur l'apport des anciennes colonies regroupées autour de la France et du Royaume-Uni. Il n'y a pas que les langues qui s'imposent comme un moyen de communication et d'expression consacré. Le problème se situe bien au-delà et atteint l'essence fondamentale du citoyen, de l'être humain qui de sa culture africaine, de son identité bantoue, peul, baoulé ou tout couleur, se moule dans des institutions qui en somme l'éteignent complètement pour le faire renaître sous un autre aspect. La loi de l'échange entre des entités aux capacités inégales induit une dictature de fait du plus fort, du mieux préparé dans tous les sens du terme. L'école du pragmatisme a souvent affirmé, et nous le confirmons pleinement, que l'esclavage ne fut possible qu'à cause, non pas de la malhonnêteté ou de la méchanceté des premiers explorateurs européens qui atteignirent les côtes du continent, mais plutôt à cause de la faiblesse, de l'impréparation, de l'inintelligence et de la distraction des Africains eux-mêmes. Il faut souvent intégrer courageusement et honnêtement ce passé douloureux, avec une vue suffisamment autocritique, avant de poser le problème des réparations qui semble mobiliser de plus en plus d'intellectuels noirs. Et d'ailleurs, même le principe de l'opérationnalité des réparations dépend encore d'un état des rapports des forces entraînant des conséquences et des comportements prenant en compte ce que sont les parties, sur quoi elles comptent et avec quels arguments elles se mettent en valeur. Le constat est quelque peu déroutant, et remet complètement en cause le concept de coopération internationale et de coexistence pacifique. Lorsque l'on appréhende par exemple les institutions des relations internationales uniquement au premier degré, on perd le bénéfice d'une diversification de la pensée. Il faut entendre par diversification l'observation réaliste qui conduit à la nécessaire réserve quant à la consistance des proclamations de bénéfices mutuels, de paix et de sécurité internationale pour tous. Quelle est la signification voire la finalité d'une relation, où certains partenaires perdent de leur personnalité pour embrasser la langue, les outils culturels, les formes de pensée et les méthodes d'organisation des autres? La question peut paraître terriblement choquante ou même inappropriée pour d'autres, mais sa validité demeure axée sur le besoin de clarification qui motive toute démarche par définition dialectique. Voulons-nous travailler, coopérer, vivre et œuvrer avec le voisin pour un cadre général d'échanges mutuellement bénéfiques? Si la réponse est positive, il reste le problème du choix des normes, des bases morales, matérielles, intellectuelles et philosophiques. Affirmer une amitié ou un mariage ne suffit pas pour faire le bonheur des parties. On dira un peu vite qu'il faut des bases légales, les termes de référence consacrés par le législateur. Pourtant, on oublie que pour parler de loi, il faut d'abord parler de culture, de coutumes, de tradition. En somme,
Lorsque nous abordons la scène internationale, nous entrons dans un ensemble de mécanismes de travail qui reflètent d'abord une civilisation moulée ailleurs, travaillée et adulée par des peuples qui sont différents de nous, s'expriment différemment et voient les choses autrement. Les lois dont on parle, et qui constituent le socle de cette coopération internationale, arrivent donc comme une transposition d'usages, de traditions et de coutumes particulières dans le jeu global de coexistence et d'organisation des nations. Ce n'est ni en baoulé, ni en dioula, ni en zoulou que l'on communique au sein du Commonwealth et au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Ceux qui commandent sont ceux qui ont triomphé des autres historiquement en se donnant les moyens techniques, matériels et intellectuels pour franchir les mers et aller dominer le monde. Ceux qui imposent leur langue sont ceux qui ont été et sont les plus forts, les mieux disants dans les échanges. C'est le piège des systèmes éducatifs. Officiellement, le monde entendu comme la communauté des nations a, à travers les institutions représentatives de la coopération internationale, construit tout un ensemble de normes pour faciliter l'harmonisation des politiques éducatives. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, plus connue par son sigle anglais UNESCO, a travaillé et continue de travailler dans ce sens. Hélas, si l'on peut valablement apprécier les efforts fournis et les résultats obtenus dans plusieurs domaines, force est de constater que la pérennisation de la subordination, voire de l'infantilisation des nations jadis colonisées est intacte et s'approfondit décennie après décennie. L'idée d'un centre superpuissant et d'une périphérie consciemment ou inconsciemment soumise est encore plus prouvée dans le secteur de l'éducation. Il est difficile, pour ne pas dire tout simplement rare, de trouver plus de 20% de dirigeants et de hauts cadres dans les pays du Sud qui aient été entièrement formés dans les institutions académiques et professionnelles locales. En somme, les pays de la périphérie sont aujourd'hui et le seront sans doute pour très longtemps encore, gouvernés par des monstres qui n'ont pas de véritables attaches avec le terroir. Dans ces conditions, comment imaginer une organisation mondiale des sciences, de l'éducation et de la culture autrement que comme le moule logique du formatage des esprits selon les traditions et les méthodes éducatives des nations dominantes? En Amérique latine et en Amérique centrale, la règle voudrait que la référence soit les universités du grand voisin, les États-Unis. En Afrique, tout ce qui a été fait en plus d'un demi-siècle en termes d'efforts pour développer sur place des universités et centres de formation en nombre et en qualité, ne change rien dans l'engouement pour la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il est très difficile aujourd'hui de dire avec exactitude pour qui travaille tel ou tel haut cadre africain, tant ses méthodes d'action, son approche des problèmes et des solutions, ses référentiels didactiques et sociétaux, épousent des stéréotypes dont le décryptage n'est finalement possible qu'à partir de l'identification du pays où il a fait ses classes universitaires. Mais là ne s'arrête pas le drame, la destruction annoncée et avérée. Il faut se reporter aux conceptions qu'il défend ardemment dans la formulation d'une contribution quotidienne pour le développement de son espace vital pour mesurer l'ampleur du gâchis. En réalité, les programmes de formation en cours dans les pays de la périphérie émanent presque intégralement des pays dominants. En cette matière, on ne peut d'ailleurs pas se contenter d'opposer uniquement le Nord au Sud. La bataille fait rage même entre les pays du Nord, et oppose les plus faibles et les plus forts ou pour mieux dire, les plus forts aux plus faibles. L'Europe est toujours en lutte face à la domination culturelle américaine. À plusieurs reprises, des responsables politiques et des leaders d'opinion n'ont pas craint d'évoquer ce qu'ils qualifient d'impérialisme américain. Il fut un temps où la principale préoccupation des Européens était la recherche des stratégies pour contrer, ou tout au moins contenir, voire réduire l'influence de la langue anglaise. On ne parlait alors plus que d'invasion, et on stigmatisait les productions cinématographiques venues de l'autre côté de l'Atlantique. La réalité s'est imposée de plusieurs manières aux peuples les moins préparés, ou à ceux enfermés dans les carcans du passé et incapables de développer une fierté nationale, ou de susciter une véritable révolution culturelle menant au renoncement du suivisme bête. D'abord en ce qui concerne la langue tout court, les nations ont évolué vers l'institution d'un conformisme résultant des rapports de force de l'immédiat après-guerre. Le relatif consensus élaboré patiemment entre les puissances victorieuses mettait forcément en place des mécanismes de coopération sous leur contrôle collectif et partant,
avec et par les moyens et les voies d'expression propres à leur culture, désirs et ambitions. Le choix des langues de travail au sein du système des Nations Unies ne s'est donc pas fait par hasard, ni sur un coup de tête de qui que ce soit. L'Allemagne, qui était quand même une grande nation et qui le demeure, ne pouvait pas, vaincue, mériter le privilège et l'honneur de voir sa langue être instituée dans ce panier. On mesure mieux le fossé entre les proclamations de loyalisme, d'équité et de justice à travers cet ostracisme qui perdure. Parce que des nations se sont hissées au sommet de la gloire dans la réalité des champs de bataille ou dans la perspective des confrontations futures, elles se sont octroyées tous les droits discriminatoires et sans doute vexatoires s'agissant des modes et des termes d'expression. Certes, à bien regarder, la lutte n'a jamais été interrompue en la matière puisque longtemps plus tard, on a admis d'autres langues au gré des mutations des rapports des forces. Ni le chinois ni l'arabe n'étaient au départ choisis comme langue de l'organisation. On sait ce qui s'est passé, avec d'abord pour l'un la reconnaissance du statut indéniable de grande puissance, et pour l'autre les conséquences heureuses pour les peuples arabes de ce que les spécialistes des relations internationales dénomment la révolution pétrolière dont la 4e guerre israélo-arabe de 1973 marque le point de départ. La curiosité dans la présentation du tableau amène à s'interroger sur les mouvements de contestation du futur sur cette question. Le français est-il plus parlé dans le monde que l'hindou, langue officielle de l'Inde, pays de plus d'1 milliard d'habitants ? Même le portugais est certainement plus parlé que le français, puisque l'on retrouve dans son aire de prédilection le géant brésilien, le Portugal et ses anciennes colonies africaines que sont l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau. En fait, les nations petites et grandes qui ont souffert d'un complexe quelconque à un moment ou à un autre de leur histoire vivent le calvaire d'un impérialisme culturel ancré dans la psychologie de la coexistence internationale. La perpétuation de cet état de choses a été d'autant plus facile que de nombreuses institutions sont nées dans le but inavoué de concrétiser, voire de sacraliser explicitement les attributs, le statut et les outils de la domination culturelle du monde par ce l'on pourrait, avec des risques de choquer, désigner comme des nations élues par une divinité sectaire. C'est dorénavant en Afrique et non en France par exemple, que le souci de promouvoir l'expansion de la langue française se manifeste le plus. Pour parvenir à faire de cet enjeu une préoccupation constante de quelques nations, les artisans de la stratégie ont déployé un discours qui voudrait rassembler les pauvres nègres dans une croisade contre la mondialisation et la globalisation de domination anglo-saxonne. Voici en effet des peuples qui sont conviés de force pour mener une guerre contre un monstre, en s'effaçant eux-mêmes de la carte des enjeux et en se laissant utiliser et user comme des pions, des charrettes insignifiantes attelées à la locomotive France. Il faut saluer la méthode qui consiste à élever un indigène au fauteuil le plus prestigieux du Commonwealth ou encore de l'Organisation internationale de la francophonie, pour des desseins purement diplomatiques dans la logique d'un cynisme des apparats. Les discours de célébration, d'exposition et de valorisation développés par ces jouets aux mains de l'impérialisme ont souvent été surprenants. Il est plus que temps de s'interroger sur les chances de survie des nations faibles et sans entrain éthique, dont des générations entières auront été éduquées, préparées et formatées pour défendre et promouvoir les valeurs d'autrui, sous le prétexte qu'elles entraient dans la modernité. Ce qui était hier encore une simple crainte, se transforme chaque jour en drame ouvert de l'annihilation des valeurs, vestiges et personnalités. Pour ceux qui ont fait les premières classes de leur formation dans le contexte colonial, avec des outils didactiques vantant les idées, la civilisation et les vues des maîtres métropolitains sur tous les plans et dans tous les angles, l'espoir restait intact pour un éveil à l'âge de la raison, pour ne pas dire à l'heure d'une évolution du statut de leur territoire. C'est l'inverse qui semble s'imposer avec une gravité éblouissante de préjudices irréparables. Dans ce qu'il est convenu d'appeler civilisation de l'universel par extrapolation malicieuse, certains peuples sont noyés et fondus pour l'éternité du néant, faute d'avoir pu réunir assez de courage pour changer les rapports des forces ou faute d'avoir été capables, voire d'avoir voulu devenir autre chose que des passoires pour les cultures dominantes. Il y a pourtant lieu de s'interroger sur la dimension psychologique, affective et anthropologique d'un destin si funeste. Comment des peuples qui ont existé, existent et possèdent des repères solides dont toutes sortes de vestiges attestent de la maturité et de la vitalité,
Sont-ils parvenus à s'abandonner dans le désespoir pour ne pas dire tout simplement le dépérissement? Le risque de conclure que la domination une fois installée ou prouvée d'un peuple sur un autre crée-t-il des bases immuables et indétrônables de rapports de force compromettants pour la dignité des plus faibles? On voudrait valider une telle approche que l'expérience de la décrépitude des différents empires viendrait démentir les assertions les plus radicales. L'histoire nous administre à suffire les leçons de la domination puis de la décrépitude de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal, voire de la Perse. Or, rien dans la démarche des seigneurs du monde d'aujourd'hui ne laisse entrevoir une compréhension relativisée de leur puissance et de leurs ambitions. Et si l'on doit considérer que c'est aux dominés, aux faibles et à l'oppressé de sonner les cloches de la révolte pour revendiquer un certain équilibre sans lequel il est condamné à disparaître, l'accélération des innovations technologiques semble semer des vents contraires. L'Occident s'est en effet donné les moyens de construire un citoyen du monde, dont tous les repères d'orientation et tous les outils d'analyse et de jugement procèdent de la fixation doctrinale et idéologique. L'adulte des nations dominées est le sujet le plus assidu aux valeurs des nations dominantes. L'école a pris la signification d'une aptitude de renonciation de soi pour l'adhésion des valeurs d'autrui. La réussite est donc passée de l'interprétation de la capacité à développer une personnalité intégrale et fidèle à une éthique de son milieu culturel, à la présomption de la capacité à s'intégrer dans un champ de mutation aux couleurs d'importation et d'extraversion. Hier des sociétés alertes, organisées et stabilisées sur des traditions dynamiques régentaient tout, et envisageaient le monde avec un certain optimisme. Ces sociétés avaient des capacités de création et d'invention incontestables en ceci qu'elles réussissaient à faire face à tous leurs besoins, à prévenir et à prévoir, à anticiper et gérer le long terme. Les mêmes sociétés aujourd'hui attendent passivement des instructions, des ordres, des signes pour la lecture du monde et pour leur propre détermination. Il ne faut pas s'en remettre uniquement à la formidable machine de propagande des nations puissantes qui contrôlent l'édition et façonnent l'événementiel. Il faut encore se donner le courage de porter un jugement adéquat sur les modèles d'organisation que l'on a essayé d'imaginer comme alternative aux importations institutionnelles. Pour dépasser le constat premier et asseoir un début d'explication, il faudrait discuter les référentiels classiques d'évaluation des intelligences des temps modernes. Quand et comment a-t-on validé tel ou tel instrument de classification des intelligences scientifiques et académiques? Nous savons depuis longtemps à travers les expériences des échanges dans nos villes et villages qu'il ne suffit pas de savoir et de pouvoir produire des cultures. Il faut encore, tant que le but c'est de créer des revenus de cette activité, être en mesure de porter les récoltes jusqu'aux marchés les plus prometteurs. Nous abordons ici la question du véhicule, de l'interface logistique. La technologie connue est celle qui est la mieux exposée, la plus imposée, la plus vantée et la plus démontrée. Ceux qui ont développé des moyens faramineux leur permettant d'aller d'un bout du monde à un autre pour s'introduire dans la vie des familles avec les médias, sont ceux dont l'intelligence et les découvertes sont à l'honneur, célébrés et consacrés dans le statut de modèle. Nous voulons simplement dire que la puissance ou la faiblesse des nations ne saurait être établie d'office par quelque démonstration, ou par quelque prouesse de circonstance. On voit bien que le prix Nobel ne fait pas toujours l'unanimité, et ne sert pas forcément la cause de l'avancement des sciences et des découvertes. Qui sont les contrôleurs du comité Nobel pour ainsi dire, sinon ceux qui ont historiquement eu les moyens de s'imposer comme censeurs au reste du monde? C'est une évidence incontestable que celle qui constate que les maîtres du monde sont seuls capables et seuls responsables de la constitution des jurys qui sanctionnent la compétence scientifique, dite universelle. Qui s'est posé un seul jour, une seule fois, la question de savoir pourquoi il n'y a ni Africains, ni Chinois, ni Brésiliens, ni aucune autre face secondaire des nations périphériques dans ces différents comités? Ce sont pourtant des comités qui disent célébrer et récompenser les auteurs des avancées notoires de l'intelligence humaine et de ses prouesses technologiques. Des autodestructions des cultures de domination et éveil des cultures dominées. Il faudrait nécessairement avoir une dialectique progressiste et efficace des relations entre les nations. La condition d'une évaluation réelle de la puissance des nations dont il faut par ailleurs se garder de toute projection absolue, conseille de lire attentivement l'évolution des sociétés dites dominantes. Certes,
la mécanique d'une philosophie de globalisation conduit à scinder nécessairement le monde en dominés et en dominants, mais lorsque nous mettons l'être humain, le citoyen au centre des préoccupations pour étudier sa transformation dans le contexte des nouvelles technologies, nous retrouvons des sociétés avancées bien plus cruelles qui peinent dorénavant à maîtriser tous les paramètres de leur succès, de même que tous effets collatéraux de leur prééminence. Nous ne discuterons plus de la réalité de la subordination explicite ou implicite des mondes de la périphérie par rapport au monde dit du centre. C'est important de faire ce rappel pour avancer le rappel selon lequel la division du monde même, en ayant d'évoluer pour ne plus être tout à fait celle de 1950 ou celle de l'an 2000, demeure enfermée dans une fracture concrète faite de barrières visibles et invisibles et de discriminations ouvertes et masquées. L'essence de notre discours fonde une nouvelle matérialité de la faiblesse, celle incrustée de faits, dans cette vitesse folle et cette transformation dynamique qui foudroie les intelligences dès le bas âge et prépare un être nouveau échappant à tout encadrement rigoureux, à toute servitude institutionnelle absolue. C'est par le recours salutaire à la sociologie et à la psychologie des gouvernances politiques, que nous mettons en exergue dans cet exercice la faiblesse d'une grande nation à laquelle on a vite fait d'attribuer tous les bénéfices de la domination. On découvre qu'impériaux et brutaux dans leur expression internationale à l'égard des autres nations, les États-Unis sécrètent plus que toutes les autres la peur, la déchéance, la violence, le détournement de mineurs, la ruine des intelligences et la destruction des familles. Où a-t-on régulièrement assisté à des scènes où des adolescents débarquent dans leur école et tirent sur tout ce qui bouge, envoyant petits camarades de classe et encadreurs dans le monde des ténèbres? Les nations prolétaires n'ont pas encore atteint ce sommet de la violence sociale et de la manipulation des armes de façon aussi spontanée et cruelle. Les fous de la mondialisation sont donc avisés de ce que le revers de la prééminence moderniste trahisse ouvertement ces sociétés dites avancées, où la vie est aussi facilement détruite pour un rien ou pour un oui, au point de rendre les bidonvilles africaines où rôde le virus d'Ebola encore plus sûrs que les banlieues chics de Miami. Nous mettons donc en avant pour une fois, les autres vertus qu'il n'est ni bon d'envier ni sage de promouvoir, mais dont les nations avancées portent en leurs entrailles les germes fondateurs des formes déplorables. Parce que c'est là que les nouvelles technologies émergent avant de gagner le reste de la planète, parce que c'est là que les citoyens sont plus qu'ailleurs devenus des esclaves, des stéréotypes de toute nature, c'est aussi là que le monstre froid que symbolise un genre d'être humain au destin imprévisible est apparu. On réfléchit au Sud sur les stratégies appropriées pour endiguer la famine et la malnutrition, scolariser et soigner le maximum d'enfants. Au Nord, on travaille à contenir la violence, à contrôler la circulation des armes dont disposent de plus en plus de familles. Alors qu'on a plus de chances de mourir de paludisme et de sida au Sud, c'est la banalité ou la spontanéité d'une fusillade qui tient en otage le citoyen aux États-Unis ou en France. Ce qui surprend dans la projection de l'assurance des nations, c'est le degré d'incertitude perçu de part et d'autre selon les grilles de lecture et selon les thèses privilégiées. On ne s'attend pas certainement à une révolution remettant en cause les fondements des systèmes de liberté et des droits essentiels dans les nations avancées, mais on s'y attend à des drames résultant de la contestation des modes de distribution des richesses et des fruits de la réussite technocratique. Dans ce contexte, ce ne sont pas les partis politiques classiques qui seront les vecteurs des grands changements qui se profilent à l'horizon, mais les syndicats et peut-être de nouveaux acteurs qui se seront formés spontanément en rejetant tout ce qui auparavant concourait ou était supposé concourir à la négociation sociale, au partenariat institutionnel. On pense, on prêche et on prépare des révolutions fondatrices des premiers droits et des libertés essentielles au Sud, pendant que le Nord vit le calvaire d'une avancée aveugle et d'une inventivité tantôt accusée de déshumanisante et tantôt dénoncée en permanence devant les tribunaux populaires pour son sectarisme sournois. Pourquoi l'Europe que l'on donnait pour le modèle de regroupement institutionnel des nations flanche-t-elle de plus en plus? Pourquoi peut-on encore, alors qu'on croyait le standard minimum de bonheur assuré pour tous les peuples du continent, être pris au piège du débat aux accents d'indécence sur le sort des Roms, ces citoyens encore appelés les gens du voyage? En fait, des deux côtés de l'Atlantique, ce qui est présenté et vanté comme le paradis baigne dans des problèmes et des doutes inextricables. Le jeune Américain n'est plus tout à fait la progéniture que voudraient ou dont rêveraient ses parents, tout comme le jeune Anglais, le jeune Français,
Le jeune Suédois et le jeune Allemand ne sont plus les héritiers sûrs des modèles de stabilité et de culture consacrés, vantés dans les propagandes triomphalistes d'Occident. Les maîtres à penser ne sont plus ceux qui allument les thèses et les stratégies d'éducation, depuis les bureaux cossus des cabinets ministériels et autres chambres fortes de programmation politicienne. Le centre du monde se trouve dorénavant sur la toile, avec Facebook, Twitter, Google et tous les autres trucs absolument incontrôlables de l'impérialisme. Les instruments de l'impérialisme lumineux, électronique et informatique produisent cette rançon pénible aux drames multiples et insoupçonnés. Ni le président des États-Unis, ni le pape, ni le secrétaire général des Nations Unies ne peuvent mieux construire ou déconstruire le destin du monde plus facilement et plus radicalement que ces nouveaux maîtres, l'art de fabrication de notre cerveau et du conditionnement de nos esprits. Voici donc montrée du doigt la faiblesse des nations qui se croyaient puissantes, qui se faisaient dominantes, et qui se disaient détentrices des idéologies du triomphe de la démocratie, des doctrines du sauvetage du monde et des meilleures thèses du bonheur de l'humanité. Elles se découvrent impuissantes face aux interférences imprévisibles ou trop dangereuses de leurs avancées extraordinaires. C'est l'homme qui, ayant inventé la machine, en perd le contrôle ou s'avère incapable d'arrêter sa course dans toutes les directions. Lorsque le taux de suicide n'a plus d'explication que la pression du rendement, la peur du chômage ou le danger du surendettement, on n'est plus tout à fait dans la société du bonheur que l'on espérait en accédant au statut de nation avancée. La réalité de ces nations, c'est aussi cela, le règne d'un égoïsme et d'une cupidité qui génèrent la tristesse, la mort, le vol, le viol et le dépérissement permanent des hommes. La crise hypothécaire de septembre 2008 aux États-Unis n'était autre chose que le fait des milliers de familles surendettées et jetées dans la rue, incapables de payer les traites sur leur maison, incapables de se nourrir, de vivre, de continuer tout simplement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.